Alors, une dérive que vous avez pointée du doigt, Vaidjou Naravan, des journalistes ont fait les frais de leurs propos, de leurs écrits. Énormément. Des bureaux de Wire ont été envahis par des gens de l'enquête financière. Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont pris tous nos ordinateurs, nos téléphones portables qui, à ce jour, n'ont jamais été rendus, même si le journal en a été complètement blanchi. Et pour l'heure, on a vraiment l'impression que Narendra Modi, il est incontournable, notamment depuis la guerre en Ukraine. Là, on voit que la France a vendu, en tout cas, il y a un accord de principe sur 26 nouveaux Rafales de Dassault Aviation, sur 3 sous-marins. Voilà, c'est devenu un client incontournable pour la France et pas seulement. L'Inde devient incontournable. Pourquoi? Parce que la Chine devient l'ennemi numéro 1. Il y a en 1998, quand l'Inde avait explosé un test nucléaire, le monde entier sauf la France, le monde entier avait mis les sanctions contre l'Inde. Parce qu'à l'époque, tout le monde était inamorata, en quelque sorte, de la Chine. On ne voyait pas à cette époque la Chine comme le vrai danger. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, l'Inde devient la pièce incontournable pour, effectivement, contrer la Chine. Aussi bien dans la zone de l'océan Indien que pour les intérêts américains. Il y a des accords qui ont été signés entre l'Inde et les États-Unis, les Australiens, les Japonais. Donc, on essaye de faire un autre collier de perles pour contrer la puissance chinoise. Et puis il y a les BRICS, effectivement, avec l'Afrique du Sud. Et il y a toute une voie autre, une voie différente par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et là aussi, Narendra Modi sait qu'il a une carte à jouer. Oui, mais le BRICS a perdu un peu de son élan parce que la Russie fait partie des BRICS, le Brésil fait partie du BRICS et l'Afrique du Sud aussi. Ce ne sont pas 3 pays qui sont actuellement florissants, si j'ose dire. Mais quand même, les autres, le Quad, par exemple, dont l'Inde fait partie. L'Inde est devenue un des partenaires favoris de Biden, des États-Unis. Il s'est adressé aux 2 chambres communes aux États-Unis, le Congrès et le Sénat. Mais Narendra Modi aussi, il a conduit le pays, il a 7% de croissance quand même, 5e puissance mondiale économique. Aujourd'hui, une fusée indienne est en route vers la Lune. L'Inde qui espère faire partie d'un cercle assez fermé, Russes, États-Unis, Chine, qui ont pu à l'unir. Ça, c'est quand même des points extrêmement positifs. Oui, 7% de croissance, mais pour un pays qui ajoute 16 millions de nouvelles bouches à nourrir à sa population chaque année, qu'est-ce que ça veut dire 5%? Pour nous, ici en Occident, avec une population de 66 millions ou 65 millions en France, 5% semble énorme. Mais quand vous avez 16 millions d'enfants de plus à nourrir tous les ans, qu'est-ce que ça veut dire 5%? L'Inde a besoin d'entre 9 et 10% pour vraiment faire les avancées contre la pauvreté qu'il faut. On entend vos critiques. Alors on va revenir au service civique. C'est vrai, avec cette mission que vous avez acceptée, qu'est-ce qui vous a poussé, vous qui venez d'Inde, justement, d'accepter cette mission? Pour moi, c'était très intéressant parce que moi, je travaille avec la commune de Pradles et OPTB de l'Est et je travaille sur la gestion de l'eau et économisation de l'eau et aussi la sensibilisation autour de l'eau. Et pour moi, c'était une mission très importante et très intéressante parce que j'aimerais bien faire un master de droit de l'environnement. Et en plus que ça, j'avais eu une expérience de travailler avec les enfants en Inde aussi. Donc pour moi, c'est que si on apprend des choses à des enfants, ils vont de toute façon les remettre à leurs parents. Et au lieu d'aller comme ça, je pense que d'aller d'enfants aux parents pour l'environnement et pour les gestions d'environnement, je pense que ça c'était une bonne idée. Donc je suis venue ici. Voilà, vous êtes venue ici pour ça. Alors Johanna, vous êtes, donc je rappelle, roumaine, vous faites partie de la mission européenne. Le fait qu'il y ait eu la guerre en Ukraine, est-ce que ça a joué dans votre engagement ? Personnellement, non. C'est plutôt la culture associative super développée ici en France qui m'a menée à accepter la mission que j'ai maintenant. Parce que je travaille à la Fédération régionale des MJC en Île-de-France, ça veut dire les maisons des jeunes de la culture.
C'est ça. Et j'ai eu un petit rêve de devenir animatrice. Je me suis dit, où, si pas en France, de travailler la problématique de la jeunesse et tout ça. Donc, mais justement, vous avez été surprise par ce qui s'est passé avec les émeutes dans les quartiers populaires, vous en tant que jeune et en tant que jeune venue de l'étranger? Personnellement, j'étais vraiment bien accueillie ici. Et j'ai pas eu des expériences négatives ou j'ai pas eu j'étais pas affectée personnellement par tout ce qui s'est passé. Bien sûr que ça m'a surpris et ça m'a étonnée, mais je pense que l'accompagnement que j'ai reçu en tant que volontaire ici, ça a fait en sorte qu'il y a rien qui m'a impacté négativement. Voilà, vous êtes extrêmement, en tout cas, heureuse d'avoir participé à ce service civique et vous avez donc défilé, on le rappelle. Oui? En fait, je suis pas en service civique. Non, vous êtes mission? Je suis dans un dispositif qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui est financé par l'Union européenne. Et contrairement à Aditi, vous êtes service civique français. Merci pour cette précision et merci vraiment à vous trois pour ce point donc complet sur ce qui s'est passé en tout cas au défilé et la présence du Premier ministre indien, une présence controversée, vous l'aurez compris.